donc je démarre en présentant très rapidement Formétique, qui est une association créée depuis 10 ans autour de la question de la responsabilité sociétale des organismes de formation et des formateurs et de tous les acteurs de la formation en général. Un petit peu, on intervient un peu, très peu, mais un peu quand même en formation initiale et le plus souvent en formation continue. Donc on anime des formations sur ces questions-là, sur les questions de la qualité également, sur la question de l'innovation pédagogique aussi. Donc on a trois domaines de formation et on fait du conseil et des animations essentiellement sur le volet RSE, donc auprès de nos organismes de formation qui peuvent être partenaires, clients, adhérents, ça dépend. Voilà, on s'appuie sur des valeurs qui sont des valeurs qu'on a définies il y a 10 ans et qui restent inchangées, dont la 6e qui a surpris à l'époque, qui est l'innovation. Est-ce que l'innovation est une valeur? Bon, voilà. Bon, on ne va pas délirer là-dessus aujourd'hui. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on est situé en Haute-Garonne, en Occitanie, à côté de Toulouse, à Ramonville-Saint-Agne. Vous avez là une adresse mail, un numéro de téléphone, et puis ben voilà, un lien vers notre site provisoire qu'on a fait récemment sur Canva suite à des problèmes de hacking sur OVH. Voilà. Donc aujourd'hui, on sera en 4 parties, mais chacune très courte, 4 parties de 10 minutes maximum. Donc une introduction à l'éco-conception de façon générale. Et dès qu'on va aborder la question du cycle de vie d'une formation, mais on va donc se mettre dans le secteur de la formation. Ensuite, on vous montrera quels outils, quelles méthodologies d'éco-conception on a utilisées pour réaliser un premier travail avec la Cité des formations et des apprentissages de Toulouse-Blagnac, qui sera notre témoin aujourd'hui. Et puis, si j'ai le temps, je vous donnerai quelques chiffres qu'on a établis avec les formateurs de cet établissement, qui est un CFA, en fait. Voilà. L'objectif du webinaire, c'est de vous sensibiliser aux bénéfices de l'éco-conception, de vous amener pas à pas à penser éco-conception, puisque ça permet d'avancer, de trouver des solutions pour réduire notre empreinte de gaz à effet de serre de façon générale. Donc on est sur le volet environnemental, et puis on verra qu'on peut aussi aller plus loin, mais on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui. On peut aller plus loin en évaluant aussi en partie les impacts sociaux de nos formations, parce qu'il va arriver qu'on choisisse des solutions qui peut-être ne sont pas les meilleures sur le plan environnemental, mais qui répondent à des enjeux sociaux très importants. Donc, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et si vous avez l'occasion de venir donc au forum Résonance, on sera sur place, nous, le 26, pour répondre à vos questions, parce que on a le sentiment que cette première approche de l'éco-conception en formation va provoquer beaucoup de questions, en fait. Et donc, on n'aura pas le temps aujourd'hui de répondre à tout. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre, mais si on ne peut pas y répondre, on sera sur place le 26 novembre. Voilà. Maintenant, on va passer à qu'est-ce que l'éco-conception. Pour savoir comment l'adapter en formation, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est l'éco-conception. Donc, on vous a mis quelques définitions. L'éco-conception, c'est apparu en 2022. C'est la norme ISO-TR 14062 qui a instauré le concept d'éco-conception. Donc, l'objectif, c'était d'intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le développement d'un produit. L'ADEME a donné une autre définition un peu plus complète qui dit que c'est une démarche préventive et innovante qui, elle, permet de réduire les impacts négatifs du produit, du service ou d'un bâtiment sur l'environnement et donc sur l'usage de son cycle de vie, tout en conservant toutes ses qualités d'usage qu'il avait auparavant. Pour mettre en place une démarche d'éco-conception au sein d'une organisation, il est d'abord impératif d'avoir une approche qui est systémique pour qu'on puisse considérer les dimensions qui sont à multi-étapes et multi-critères de cette démarche.
Donc une approche multi-étapes, ça correspond à une approche sur le cycle de vie. Donc c'est de l'extraction des matières premières jusqu'à l'énergie à la gestion de fin de vie, en incluant toutes les étapes comme la production, la logistique et l'usage. Et le fait de dire une approche multicritère, c'est que ça consiste à prendre en compte donc l'ensemble des critères d'impact environnementaux qui sont potentiellement grâce à un suivi d'indicateurs qui concernent donc les flux entrants, donc c'est les énergies, les matériaux, etc. et les flux sortants, donc là c'est les émissions, les effluents, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc d'abord, l'éco-conception, c'est une démarche qui est plutôt rentable puisqu'elle permet une augmentation du chiffre d'affaires sur le produit éco-conçu, puisqu'on va voir qu'on peut faire des économies sur plein de points. C'est un moteur de l'innovation. Ça ajoute de la contrainte environnementale dans les contraintes de conception existantes et sur la construction d'une équipe de projet qui est transversale. Donc ce sont des leviers qui sont innovants et qui permettent une forte créativité. Ça a un avantage concurrentiel qui est assez fort puisque la prise en compte des enjeux environnementaux, c'est quand même une demande qui est de plus en plus forte pour les consommateurs. Elle réduit les risques stratégiques. En plus d'anticiper les réglementations et les évolutions de la demande, la démarche cadrée, elle permet une bonne connaissance du cycle de vie du produit et la prévention des risques, comme les ruptures d'approvisionnement, le changement de fournisseur, la délocalisation ou l'augmentation des coûts encore. Elle permet aussi d'améliorer l'image de son entreprise, puisque la juste communication de l'engagement environnemental, elle valorise la transparence de l'entreprise vis-à-vis de sa démarche. Et ça donne du sens à l'activité de l'entreprise, puisque c'est un levier dans la recherche du sens au travail pour les collaborateurs. Et ça, c'est un point fort au moment du recrutement de nouveaux talents. Et en plus de ça, ça permet d'avoir un socle pour sa démarche environnementale plus globale. Donc, c'est utilisé comme un outil pour atteindre des objectifs du système de management environnemental ou de la politique RSE de l'entreprise. Et c'est une démarche qui est très capitale pour identifier et mettre en œuvre des solutions de réduction d'impact dans le cycle de vie, soit d'un produit, soit d'un service. On va se placer, nous, dans le secteur de la formation. Laura vous a parlé du cycle de vie, c'est en fait la base de l'étude de l'éco-conception. Il faut qu'on arrive à déceler sur toutes les étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service ce qui est une source d'émissions de gaz à effet de serre et d'impacts environnementaux de type production de déchets ou utilisation un petit peu exagérée des ressources de la Terre. Donc, pour ça, on a nous dessiné le cycle de vie d'une formation bien avant de réfléchir à l'éco-conception, puisqu'on voulait, nous, plutôt, au départ, chez Formetic, on s'intéressait plus aux impacts sociaux qu'aux impacts environnementaux. Voilà, comme ça, c'est l'histoire. Et donc, en créant ce schéma, on a identifié les différentes étapes, y compris toutes les étapes qu'on appelle support, soutien, préparation. Donc vous avez, si vous connaissez Calliope, j'imagine que vous connaissez Calliope, vous voyez ici, on parle de l'analyse des besoins, donc on est là sur l'indicateur 4 de Calliope, très clairement. Après, on fait de la conception, donc on est sur le critère 2 dans l'ensemble, et dans la conception, on doit réfléchir à la façon dont on va utiliser la formation, dont on va la mettre en œuvre. Et c'est quand on réfléchit à la mise en œuvre de la formation qu'on va réfléchir aux impacts environnementaux et aux émissions qu'on va provoquer ou aux déchets qu'on va produire ou au matériel qu'on va utiliser lors de la mise en œuvre. Mais on y réfléchit au moment de la conception. C'est pour ça qu'on fait de l'éco-conception. Après, toute l'étape il y a de la commercialisation, il y a la mobilisation des ressources, donc c'est ressources matérielles et humaines. La réalisation, c'est l'animation de la formation. La clôture, la capitalisation, en gros, c'est l'évaluation. Et puis la valorisation. La valorisation, c'est un sujet intéressant. Ça a été l'étape dont on a le plus parlé quand on a produit ce schéma, puisque c'était pas du tout, dans l'esprit des formateurs et des OF de réfléchir à la valorisation d'une formation. C'est une vision un petit peu plus économique, alors comment on va réutiliser cette formation, et sociale, comment on va valoriser l'apprentissage fait par l'apprenant
et par l'OF qui a produit cette formation. C'est encore à moi. Vous voyez, un petit logo, là, c'est moi, la petite dame. Voilà, en bas de l'écran, à droite. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Alors, éco-concevoir une formation, ça se fait avec des principes de base. Il faut définir le cadre de l'étude. Et donc, l'exemple qu'on va vous montrer, si on aura le temps, c'est qu'on a défini la formation sur laquelle on allait réfléchir et sur laquelle on allait essayer de provoquer des changements pour pouvoir réduire notre empreinte carbone. Donc, on définit ce cadre de l'étude. L'étude, c'est la formation. On identifie les risques environnementaux. On va chercher partout, donc sur le cycle de vie de cette formation, on va chercher partout les sources d'émissions de gaz à effet de serre, de déchets ou d'utilisation des ressources. Ensuite, on repère, c'est ça, enfin, on repère les sources. Donc, l'identification des risques, je l'ai déjà dit, c'est les déchets, les émissions et les ressources. Et on repère où on active ces sources d'impacts environnementaux au cours du cycle de vie de la formation. Ensuite, on fait une évaluation de ces impacts et c'est là où c'est un peu plus délicat parce qu'il y a deux méthodes pour évaluer. Il y a la méthode simple, on va dire, en utilisant un fichier qu'on va vous montrer et la méthode compliquée mais beaucoup plus sûre qui est celle qui est utilisée par les gens accrédités pour faire les bilans carbone. Donc là, si vous avez vu le webinaire qu'on a fait le 26 septembre, donc c'est de ça dont on parlait. Ensuite, on va essayer de trouver des solutions. On va trouver des solutions et on va retester. Et on va recalculer, en fait. Et on va valider ou pas ces solutions qui peuvent être problématiques pour certaines et on peut avoir des choix éthiques à faire parce qu'il peut y avoir des transferts d'impact, par exemple, des transferts d'impact environnementaux. C'est-à-dire je réduis mes impacts environnementaux sur une étape du cycle de vie parce que je fais comme ça, mais j'augmente mes émissions de gaz à effet de serre sur une autre étape, donc en appliquant cette solution. Donc il y a des choix à faire et il y aura aussi des choix à faire entre des impacts sociaux et des impacts environnementaux. Donc c'est une démarche assez longue. Si elle est faite de façon très scientifique en appliquant la norme et en appliquant la bonne lecture du bilan de gaz à effet de serre avec les fichiers produits par l'ADEME et l'Europe, c'est lourd. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus léger, mais qui nous aide quand même à modifier les pratiques. Il y a une question ou pas? Non. Pas encore, on vous dira, Muriel. Okay. On surveille. Alors, les outils, la méthodologie d'éco-conception, je ne sais pas si c'est moi. Non, c'est moi. Ouais. Pour pouvoir mettre en place cette méthode, cette méthode, il y a plusieurs outils qui existent. On va vous en montrer un en particulier. Donc, c'est la méthode MIM dont Muriel a parlé juste au-dessus. Donc, c'est pour éco-concevoir. On a cet outil qui permet de se concentrer sur l'évaluation des impacts environnementaux sur plusieurs étapes du cycle de vie de produit ou d'un service. Donc là, par exemple, ici, on pourra évaluer l'impact des métaux à différentes étapes de la formation, comme les transports, dans le matériel, dans les matières, dans l'usage ou dans le fin de vie. Et Muriel, elle vous montrera normalement un exemple de matrice MIM qui a été fait par la CFA, donc notre témoin, et on vous montrera comment on l'a rempli. Ensuite, il y a d'autres outils qui ont été créés par l'ADEME pour que vous puissiez connaître et évaluer que ce soit des impacts sur vos événements ou évaluer des impacts d'un service ou d'un produit. Donc, ça calcule très facilement. Normalement, vous pouvez les utiliser grâce aux liens. Et de toute façon, c'est les données de l'ADEME qu'on utilise de manière générale dans les bilans de gaz à effet de serre. Donc là, ça peut être très utile. Et j'ai également mis un lien qui vous amènera sur une page qui regroupe différents écolabels. Donc ça peut vous permettre de savoir, c'est classé par produit, donc si c'est dans l'alimentation ou dans les vêtements ou dans un bureau par exemple, vous pouvez choisir quel type de produit ou de service vous avez besoin de savoir pour savoir quel écolabel il peut exister pour pouvoir avoir des fournisseurs plus responsables. Sur la partie des scopes 1, 2 et 3, donc je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, ça c'est les émissions de gaz à effet de serre, elles sont classées en 3 types.
Donc il y a le scope 1, ce sont les émissions directes. Donc là, ça sera par exemple les émissions qui seront liées au véhicule de l'organisme de formation ou encore à l'énergie qui consommerait mais directement sur place, donc le chauffage, les clims dans les locaux. Pour les véhicules de l'organisme, par exemple, c'est vraiment les véhicules qui sont utilisés par l'organisme de formation. Donc un trajet qui est fait par votre formateur de chez lui à l'organisme de formation, ça n'a pas pris en compte dans ce scope. Ça sera plutôt un trajet si pendant une formation, il a besoin de prendre une voiture, que ce soit la sienne ou une qui est déjà à l'organisme de formation, pour aller faire une visite avec ses apprenants. Là, par contre, ça sera mis dans ce scope 1. Ensuite, on a le scope 2. Donc là, c'est toutes les émissions qui sont plutôt indirectes. Donc là, c'est lié à l'achat de l'électricité, l'achat de chauffage ou de refroidissement et qui sont consommées par l'organisme, mais qui ne sont pas produits.
Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.